Un décor de carte postale. Pour les touristes du monde entier, les îles Caraïbes renvoient l'image d'un Éden tropical où les palmiers se balancent au rythme du vent et du calypso. S'étirant sur près de 2000 km entre les deux Amériques, on distingue au nord les Grandes Antilles, avec Cuba, Haïti, la République dominicaine et Porto Rico, et au sud les Petites Antilles, une myriade de petites îles qui descendent jusqu'au rivage de l'Amérique du Sud. Descendant le cours de l'Amazone ou de l'Orénoque, des peuples arrivent par vagues successives à la frontière de l'océan. Allant d'île en île avec leurs canoës, ils peuplent au terme d'une migration plusieurs fois millénaire l'ensemble des Grandes et des Petites Antilles. Sous la domination des Taïnos, des Arawaks ou des Caraïbes, la région va connaître une sorte d'unification culturelle. Avec l'arrivée des Européens, ce monde va voler en éclats. Dans le sillage de Christophe Colomb, les Espagnols colonisent les Grandes Antilles, d'où ils organisent la conquête de l'Amérique du Sud. Engagés avec retard dans l'aventure coloniale, les Anglais, les Hollandais et les Français se battent pour le contrôle des Petites Antilles. En quelques années, ces îles vont constituer une mosaïque de colonies possédant chacune sa marine, sa langue et ses lois. Une Europe tropicale tracée au cœur de la mer Caraïbe. Durant l'époque coloniale, il est alors bien plus facile d'aller de Séville à Cuba, de Londres à la Barbade ou de Nantes à la Martinique que de naviguer entre ces îles. Croisant les routes des conquistadors, des corsaires ou des bateaux négriers, nous allons tenter de retrouver le sillage des Indiens Taïnos. Voici le récit d'un voyage à la recherche d'une route maritime légendaire, la Transcaraïbe. Port Everglades. Chaque hiver, ce port de Floride, proche de Miami, est saisi de la même frénésie. Des paquebots gigantesques se préparant au départ, un balai incessant d'avions. C'est la saison des croisières. Dans quelques heures, nous prendrons, comme ces passagers, la direction des îles Caraïbes. Mais en attendant l'instant du départ, rendons-nous à Miami. Miami, c'est la capitale mondiale de la croisière. Dans cette ville où chaque année des millions de passagers partent en direction des Caraïbes, les paquebots font désormais partie du paysage. Étonnant mariage de verre et de métal. L'essor de la croisière date du début des années 1980. Cette activité doit beaucoup à la situation géographique de Miami, tournée tout à la fois vers la mer des Caraïbes et l'Amérique du Sud. C'est sans doute la même raison qui a conduit, il y a plusieurs millénaires, les Indiens à vivre ici. L'activité maritime caractérisait cette région avant même qu'elle ne devienne une ville d'affaires. Quand on se projette dans le passé, à des centaines de milliers d'années, les Indiens qui vivaient ici habitaient au bord de l'eau. Ils n'étaient pas des agriculteurs. La pêche constituait leur principale activité. Par ailleurs, comme il y avait beaucoup d'arbres au bord de l'eau, ils vivaient aussi de la cueillette. Cela représentait une partie importante de leur alimentation. Ils construisaient de grands canoës et se déplaçaient d'un endroit à un autre.
On pense qu'ils commerçaient beaucoup et qu'ils se déplaçaient en canoë de Miami au travers des Caraïbes. L'eau a donc été déterminante ici, dès les origines. Miami s'est développée très lentement. C'est vraiment une ville du XXe siècle. En 1895, il n'y avait que 9 personnes vivant le long de la rivière. En 1896, le train est arrivé ici. Il a donc relié Miami au reste des États-Unis et a marqué ainsi la naissance de la ville moderne. Grâce au train, les Américains vivant à New York, Boston, Philadelphie et dans toutes les grandes métropoles de la côte Est découvrent le soleil de Floride. À partir de 1920, le littoral se couvre d'hôtels et de résidences, faisant de Miami Beach une ville entièrement dédiée à l'art déco. Avec plus de 400 villas, hôtels ou magasins construits entre 1920 et 1930, le quartier de South Beach constitue un ensemble architectural unique au monde. De nombreuses tendances esthétiques ont traversé cette période, mais celle appelée moderne nautique, avec ses larges fenêtres en forme de hublot inspirées des grands paquebots des années 1930, demeure la plus étonnante. Après les Américains du Nord-Est, de nouveaux émigrants arrivent à Miami au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La population de Miami est très mélangée. Ce qui prédomine, ce sont les habitants de langue hispanique. Ces gens sont venus de toutes les îles Caraïbes, de toutes les régions d'Amérique centrale et du Sud. Beaucoup d'entre eux sont venus ici pour commencer une nouvelle vie et considèrent Miami comme la plus grande ville au nord des Caraïbes. Cuba, la plus grande des îles Caraïbes, n'est qu'à 200 km des côtes de Floride. En 1959, à la suite de la prise de pouvoir de Fidel Castro, près de 300 000 Cubains se réfugient aux États-Unis. Miami s'enrichit d'un nouveau quartier, Little Havana. Au Maximo Gomez Park, du nom d'un héros cubain de la guerre de libération contre l'Espagne au XIXe siècle, quelques émigrés de la première heure se retrouvent pour jouer aux échecs, aux dominos ou pour parler du pays. Les Cubains viennent ici, prennent le statut d'émigrés et après ils retournent à Cuba. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Moi je n'ai plus personne là-bas. Seulement mon fils et mon père qui y sont enterrés. Le nombre d'habitants des Caraïbes souhaitant venir à Miami pour commencer une nouvelle vie est en constante progression. La plupart d'entre eux qui viennent illégalement le font par bateau, à bord de petites embarcations. Le passage jusqu'ici est très dangereux. Il faut passer le détroit de Floride en venant de Cuba ou d'Haïti. C'est très dangereux. La mer est souvent mauvaise et ils n'arrivent pas toujours à bon port. Ils sont des milliers à avoir péri en mer au cours de cette traversée depuis toutes ces années. À Port Everglades, c'est l'instant du départ. Les lumières de la ville s'estompent peu à peu. Cap au sud, nous commençons notre voyage transcaraïbe. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les Caraïbes sont passés de fait sous contrôle américain. Un contrôle que traduit la dépendance des économies locales à l'égard du tourisme. Dans ce contexte,
Toutes les îles, même les plus petites d'entre elles, veulent attirer les navires de croisière. Mais il est bien loin le temps de la flibuste et de la piraterie. Plus besoin d'attaquer les bateaux, il suffit désormais de les inviter à venir faire escale dans un port. Notre volonté est d'aider les îles où accostent nos bateaux. Nous voulons aider leur gouvernement pour que nos relations ne soient pas seulement dictées par des raisons économiques liées au tourisme, mais pour que s'instaure une collaboration plus fructueuse. Nous souhaitons que cette expérience soit aussi enrichissante pour les croisiéristes que pour les habitants de ces îles où nous faisons escale. Politique oblige, aucun bateau ne s'arrête à Cuba, mais chaque compagnie s'y prépare en secret. Pour l'instant, c'est prématuré. Je pense qu'il faut encore quelques années pour que le climat politique puisse permettre d'offrir l'opportunité de discuter d'un futur développement de la croisière vers Cuba. Mais quand ce jour viendra, nous serons, comme la plupart des compagnies de croisière, intéressés d'ajouter Cuba à nos destinations. Loin des enjeux de la politique business, les passagers se contentent de faire la fête. En attendant que les navires de croisières américains soient autorisés à faire escale à Cuba, il leur faut contourner la Grande Île afin d'atteindre la République dominicaine. On a le choix entre deux routes. Nous prenons généralement la route la plus courte, celle qui nous fait parcourir le moins de distance. Et puis, il y a la route extérieure. Elle part de Port Everglades, traverse le Northeast Channel, le Providence Channel, puis s'engage dans l'Atlantique. En fait, cette route est plus hasardeuse, car il y a souvent des vents contraires et du mauvais temps. De plus, avec cette route, nous parcourons environ 50 000 de plus. Comme nous pouvon disposer d'une vitesse relativement élevée, nous préférons parcourir la route extérieure, si la météo est bonne. Si elle est mauvaise, nous passons à l'intérieur. Hello, good evening. This is our captain, Giacomo Romano from Italy. Really pleasure to have you on board. How are you? Ladies and gentlemen, Captain Giacomo Romano and his senior officers. Au matin du second jour de navigation, nous approchons des rivages de la République dominicaine et de La Romana, notre première escale.
Les manœuvres du grand paquebot blanc pénétrant dans le petit port de la Romana sont accompagnées comme il se doit en République dominicaine par le rythme du merengue. Même dans sa version touristique, le merengue avec ses percussions amérindiennes et africaines et l'accordéon venu d'Europe incarne toute l'histoire de cette île révélée au monde par Christophe Colomb lors de son premier voyage en 1492. Après avoir exploré Cuba pendant un mois, la flottille commandée par Colomb approche le 6 décembre 1492 en vue d'une nouvelle île qu'il baptise la Española, en l'honneur des souverains espagnols. Cette île, qui prendra plus tard le nom d'Hispaniola à la suite d'une mauvaise transcription, est alors peuplée d'Indiens taïnos. Taínos, c'est le nom des populations rencontrées par Colomb lorsqu'il est arrivé aux Antilles. La société taïnos n'était pas très importante. C'était une société de petits villages accueillant une petite population. Il y avait des places publiques, des cimetières, mais elle était assez pauvre, d'un niveau économique très pauvre. C'était des sociétés de pêcheurs, de cueilleurs. On pourrait dire des sociétés presque marginales par rapport aux grandes sociétés du Mexique ou des Andes. C'était une société animiste, avec de nombreux dieux, bien qu'il y ait un dieu principal qui était celui de la yucca, le manioc. Les pétroglyphes étaient des peintures rituelles. Dans certaines cavernes, on peut voir des représentations de la nature, de la faune, de la flore. En fait, ces pétroglyphes, c'était des ex-voto, des offrandes pour demander la grâce des dieux. C'était une société très religieuse, dans laquelle le cacique avait un pouvoir sacerdotal. Enfin, il y avait aussi des prêtres et des médecins qui avaient du pouvoir. 1 million de taïnos vivaient dans l'île à l'arrivée des Espagnols. Décimés par la maladie, massacrés, ils ne sont plus que quelques centaines 40 ans plus tard. Avec le XVIe siècle, la colonie se lance dans l'aventure sucrière. Au début du XVIIIe siècle, Saint-Domingue contrôle 70% du commerce mondial de sucre. Une économie riche et prospère qui repose sur le travail forcé de 500 000 esclaves africains. Une population noire parlant espagnol, toute l'histoire de Saint-Domingue se découvre dans les rues de la ville ou dans les allées du marché central.
Sur les terres fertiles où vivaient les Indiens, les conquistadors ont bâti une ville. Don Diego Colón, le fils aîné de Christophe Colomb, qui gouverne Saint-Domingue à partir de 1508, fait construire l'Alcazar, qui sera le siège du pouvoir pendant la période de la conquête. Mais que reste-t-il de l'héritage taïnos? Le nom d'une rivière, d'une plante, d'un fruit? Le souvenir d'un paradis perdu où l'homme vivait en harmonie avec la nature? Quand la ville coloniale fut fondée en 1496 par Bartolomé Colón, le frère de Cristobal Colón, les premiers bâtiments furent élevés avec des matériaux rustiques, comme les palmes, à l'image des constructions des tribus taïnos. Détruite par un ouragan, cette première ville est reconstruite en pierre sous l'impulsion de Nicolas de Ovendo, premier gouverneur de la colonie. Mais c'est à la famille Colón que renvoie toute l'histoire de Saint-Domingue. Saint-Domingue, la capitale des Indes occidentales, se couvre d'édifices religieux, d'hôpitaux et de monastères et devient une halte obligée pour les conquistadors, tels Hernán Cortés ou Francisco Pizarro, en route vers le Mexique ou le Pérou. La mer des Caraïbes et les richesses du Nouveau Monde attirent bientôt les aventuriers. Pour se protéger contre les attaques des pirates et des flibustiers, Saint-Domingue se dote alors de fortifications. Un peu plus tard, d'autres bâtiments furent élevés pour défendre la ville, comme la forteresse Osama. Elle fut construite pour résister aux invasions des pirates et des flibustiers qui s'attaquaient aux grandes richesses, transportées à bord des bateaux partant de Saint-Domingue vers l'Espagne. Saint-Domingue n'est plus le phare du Nouveau Monde. Cette époque se perd désormais dans les brumes de l'histoire. Si les touristes viennent toujours admirer les chefs-d'œuvre du passé, les Dominicains, eux, vivent résolument dans leur époque. C'est ainsi que le baseball, venu des États-Unis, est ici l'objet d'une incroyable ferveur populaire. Laissant derrière nous Saint-Domingue, nous poursuivons notre voyage au travers de la Caraïbe en direction de San Juan de Porto Rico, notre prochaine escale.
Restaurants, casinos, music hall, à bord du navire, la soirée bat son plein. Mais à cet instant précis et malgré les apparences, le spectacle est ailleurs. Quelques ponts plus haut, les lumières de San Juan de Porto Rico viennent d'apparaître à l'horizon. En quelques années, San Juan est devenu un important port de croisière au cœur des grandes et des petites Antilles. Monstres pacifiques, chevaux de Troie du nouveau millénaire, les paquebots sont aux portes de la vieille cité de San Juan. Aux Caraïbes, le danger est longtemps venu de la mer. Les pirates et les flibustiers rôdent autour des îles. Ils guettent le passage de galions chargés de l'or du Pérou, de l'argent du Mexique. Comme nulle part ailleurs aux Grandes Antilles, les Espagnols élèvent des forts sur tous les points stratégiques de l'île. En 1595, Sir Francis Drake, le célèbre corsaire, tente d'attaquer le fort San Felipe del Moro, sans succès. En vérité, la préoccupation des Espagnols, ce sont moins les pirates que les autres puissances coloniales. Porto Rico occupe une position stratégique. C'est le verrou qui protège Cuba, Saint-Domingue et toutes les Grandes Antilles contre les tentatives d'occupation des Anglais, des Français et des Hollandais installés aux Petites Antilles. Au cours du XIXe siècle, les colonies sud-américaines deviennent indépendantes. Dernière possession espagnole avec Cuba, Porto Rico est finalement cédé aux États-Unis en 1898 au terme de la courte guerre hispano-américaine. En 1917, les portoricains deviennent citoyens américains. Je suis portoricain parce que je suis né ici. Mais je suis américain parce que ce territoire appartient aux États-Unis d'Amérique. Les gens qui, comme moi, sont allés se battre en Corée, nous nous identifions au peuple américain. Nous avons donné notre sang pour lutter pour la liberté de tous les citoyens américains, aussi bien ceux de Porto Rico que tous les autres. Avec nos frères de la République dominicaine et nos frères de Cuba, nous ne faisons qu'un. Nous nous aimons comme de vrais frères, parce que nous avons une langue en commun, l'espagnol. Nous avons de bons rapports. Nous sommes donc très unis. Nous allons souvent à Saint-Domingue, mais malheureusement pas à Cuba, à cause de la situation politique qui est un peu compliquée là-bas. Mais les gens de Saint-Domingue viennent ici et nous allons là-bas. Quittant Porto Rico, nous avons durant la nuit dépassé les îles Vierges anglo-américaines. Ces îles furent durant tout le XVIIe le repère des pirates à l'affût des convois espagnols qui venaient y chercher les vents portants pour leur voyage de retour vers l'Europe. Au matin, nous approchons de Saint-Martin, notre première escale aux Petites Antilles.
Cette île, qui appartient pour moitié à la Hollande et pour l'autre à la France, s'est engagée très tôt dès les années 1960 dans le développement touristique. En décidant d'y implanter un aéroport international et plus récemment un terminal de croisière, Sint Maarten, la partie hollandaise de l'île, a choisi le tourisme de masse, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Il y a beaucoup de trafic, surtout à cause des contrôles de sécurité qui ont été renforcés en raison des derniers événements terroristes. Cela provoque parfois des désagréments pour les passagers. Ils doivent patienter dans de longues files d'attente à chaque débarquement. Ici, à Saint-Martin, où il n'y a qu'un seul quai, c'est particulièrement vrai. On se retrouve parfois jusqu'à 4 bateaux. 4 bateaux qui peuvent débarquer à terre jusqu'à 10 000 passagers. Quelle vision! Une rue bordée d'immeubles hauts de plusieurs dizaines de mètres. Une rue qui change de visage au gré de l'arrivée et du départ des paquebots. Ce spectacle n'a cependant rien de virtuel. Bien au contraire, tout y est organisé, planifié, marketé pour accueillir les passagers et les diriger vers les rues de Philipsburg, la capitale de Sint Maarten, qui est aussi celle des boutiques hors taxes. Les investisseurs privés ayant dans leur grande majorité fait le choix de Sint Maarten, Marigot, la capitale française de Saint-Martin, a choisi de se positionner sur un autre secteur, le tourisme haut de gamme, fait de petits hôtels de charme et de restaurants gastronomiques. Aucun paquebot à l'horizon. La marina de Fort-Louis n'accueille que les plaisanciers et les yachts de grand luxe. Ce genre de bateau, c'est quand même en général des gens relativement aisés, que ce soit des banquiers ou des gens un peu dans les affaires. Parce que c'est quand même des bateaux qui engendrent pas mal de frais en entretien, en consommation, en personnel. Ce qui devient très à la mode, c'est d'avoir un bateau annexe pour aller à la pêche. Comme sur celui-ci, on a un bateau de 30 pieds, équipé entièrement pour la pêche au gros. Donc assez régulièrement, on sort faire un peu de pêche au gros le matin de bonne heure. On a des jet skis, différents petits engins comme ça pour s'amuser, puis distraire le propriétaire et profiter de tout ça, quoi. Toute l'économie de l'île repose désormais sur le tourisme. Mais entre les paquebots géants de Sint Maarten et les yachts de luxe de Saint-Martin, quelle place reste-t-il pour les travailleurs de la mer? Le poisson servi dans les restaurants de Marigot viendrait-il par avion de l'autre bout de la planète? Ou reste-t-il encore des pêcheurs? Nous sommes environ 7 pêcheurs. 7 pêcheurs vraiment déclarés qui vivent de la marine et les autres, c'est pas si facile. Hein? Sans la manne touristique, on est cuit. Tu vas pour la perceuse, Claude? Ouais.
Elle est dans la petite pêche à côté. Ça a toujours été une petite pêche traditionnelle par ici. Et comme le nombre des marins pêcheurs n'est pas très important, on n'a aucune structure comme par exemple en Guadeloupe, la coopérative pour nous épauler. Et on n'a pas de constructeurs locaux pour nous faire des bateaux de pêche. On est obligé de se débrouiller, on est tout le temps en train de se bagarrer parce que Saint-Martin est un peu la petite sœur oubliée de la Guadeloupe. Ouais. On vit très bien pendant 6 mois et puis les autres 6 mois, on fait avec. Chaque année, on est tenté de se dire on lâche tout pour aller faire du charter et tout ça, mais bon, on a le métier dans le sang. On a le métier dans le sang et puis il faut quand même ramener du poisson à terre. Et puis comme nous, on fait partie du très peu de Français qui représentent la pêche française dans cette partie de l'île, on est obligé de rester sur le pavé. On est obligé de rester là et de marquer le coup. Le grand paquebot qui nous a menés jusqu'à Saint-Martin a fait demi-tour en direction de la Floride. C'est donc à bord d'un autre bateau, un 4-mâts, que nous allons poursuivre notre voyage au travers de la mer des Caraïbes. Toute voile dehors, le Star Clipper se dirige vers Nevis, une ancienne possession anglaise devenue indépendante en 1993, associée à St. Kitts. Le Star Clipper est l'héritier des lévriers des mers, le surnom des Clippers. Rapides, racés, ces voiliers sillonnèrent les océans durant la seconde moitié du XIXe siècle. Ils transportaient le thé de Ceylan ou la laine d'Australie jusqu'à Londres. Le commandant du Star Clipper a une mission bien plus modeste. Conduire ses passagers au travers des petites Antilles en commençant tout d'abord par Nevis. Nevis n'est pas trop visité par les paquebots de croisière. Il n'y a pas de quai suffisamment long pour accueillir les grands bateaux. Les petits peuvent s'ancrer et débarquer leurs passagers avec des navettes. La météo que nous avons en ce moment est assez inhabituelle pour un mois de décembre ou de janvier. C'est très venté depuis une semaine ou deux. Le vent devrait normalement retomber prochainement et nous permettre de retrouver le climat habituel. Quand Christophe Colomb aborde l'île en 1493, des nuages blancs sont accrochés au sommet de la montagne. Las Nieves, la neige. De cette vision, étrange sous de telles latitudes, la petite île volcanique a gardé son nom de Nevis. Nous arrivons à Charlestown, la paisible capitale de l'île, à l'instant où embarquent les passagers du ferry à destination de St. Kitts. En général, le ferry est utilisé par les gens qui travaillent à St. Kitts et habitent Nevis, ou vice-versa. Nous avons aussi beaucoup de touristes qui viennent pendant l'année à St. Kitts. Ils arrivent en bateau de croisière. Nous avons donc une clientèle très mélangée. Il y a aussi des écoliers, car le collège est à St. Kitts. Ceux qui habitent ici prennent donc le ferry tous les jours. Cette compagnie a 2 bateaux. Nous faisons du commerce inter-îles et aussi des voyages de shopping une fois par mois. Pendant les fêtes de Noël, on fait beaucoup de voyages. Contrairement à St. Kitts, française durant tout le XVIIe siècle, Nevis fut exclusivement occupée par les Anglais. Couverte de riches plantations, on la surnommait alors la Reine des Caraïbes. Mais la colonisation n'a pas laissé que de belles demeures en héritage.
Elle a, du fait de l'esclavage, marqué les esprits d'une blessure que seul le temps parviendra peut-être à effacer. Ceci explique sans doute la place qu'occupe la religion aux Caraïbes. À Nevis, peu peuplé, loin des grandes métropoles ouvertes sur le monde, les habitants se rejoignent dans la ferveur religieuse et la prière porteuse de toutes les espérances. We are praying for you. Pray to him for yourself now. Glory be to God. We wait on you as you pray. Glory be to God. The worship team will just sing that refrain while we wait on you as you empty yourselves in him. Glory be to God. You gotta talk to him for yourself. Burdens alone. Burdens Dans la campagne qui couvre les pentes de la montagne, les anciens moulins disparaissent peu à peu, dévorés par la végétation tropicale. La dernière plantation de canne à sucre a cessé son activité dans les années 1930. Paisible Nevis. Trop paisible pour ses habitants qui ne trouvent pas de travail et sont obligés de s'exiler à Saint Kitts ou à Antigua. Nous reprenons la mer en direction des Saintes, située au sud de la Guadeloupe. Le vent s'est levé. En d'autres temps, les marins seraient allés à la manœuvre. Le commandant aurait tiré des bords. À l'époque de la marine à voile, le seul ennemi, c'était le calme plat. Mais le Star Clipper est un voilier de croisière et le commandant doit mener ses passagers à bon port et dans les temps. Comme je l'ai dit depuis plusieurs jours, il y a beaucoup de vent, de 40 à 50 nœuds. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas sortir toute la voilure. On essaie de maintenir la tradition de la marine à voile du 19e siècle. Nous utilisons les voiles chaque fois que c'est possible. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout un navire de croisière. Nous pénétrons dans la baie des Saintes. C'est une fois encore Christophe Colomb qui, découvrant cette île en novembre 1493, lui donne le nom de Los Santos, en l'honneur de la fête religieuse.
Il faut attendre 1648 pour que les Français occupent cette île que domine depuis le 19e siècle le fort Napoléon. Broussailles, cactées, la végétation et le climat semblent bien mieux convenir aux iguanes qu'aux marins bretons arrivés ici au XVIIe siècle avec le projet de développer la culture de la canne à sucre. Ici, c'était une île inhospitalière, donc il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas tout ça. Et depuis, ça a évolué, bien sûr. Mais à cette époque-là, les gens, pour eux, les Saintes, ça n'avait aucune valeur. Parce qu'il y avait, comme je vous dis, il n'y avait pas de point d'eau. Et c'était sauvage, il n'y avait pas d'habitation, c'était vraiment désert. À part quelques maisons coloniales ou des riches planteurs de la Guadeloupe qui avaient leurs maisons. Mais vraiment, à tout vous dire, une vingtaine de maisons, pas plus. Autrefois, mes grands-parents que j'ai bien connus, mon grand-père, qui était lui originaire des esclaves, lui, il allait à la rame en Guadeloupe. Il y a 13 km à ramer, par beau temps, par mauvais temps, parce que par nécessité, il fallait aller vendre des produits de la pêche à la rame. Ensuite, il y a eu la voile. Et les moteurs sont arrivés que dans les années 56-58. Héritage de leurs ancêtres bretons, les Saintois sont réputés excellents marins. Les Saintoises, voiliers traditionnels, agiles et rapides, utilisés autrefois pour la pêche, ont aujourd'hui cédé la place aux bateaux à moteur. Mais elles n'ont pas totalement disparu. Devenues voiliers de course, elles revivent à chaque régate, grâce à l'initiative de jeunes Saintois amoureux de la tradition. Longtemps isolés, les Saintes attirent aujourd'hui de très nombreux visiteurs qui viennent en bateau rapide depuis la Guadeloupe. L'histoire maritime des Saintes, ça a commencé dans les années 50. Donc nous avons commencé à recevoir ici énormément de paquebots à voile, mais des paquebots vraiment anciens, qui marchaient qu'à voile, pas à moteur. Donc nous, on venait avec nos canots accueillir ces gens-là, mais dans la baie, avec des canots à rame, des canots à voile. Et ces gens-là, quand ils se sont aperçus qu'on était des gens vraiment accueillants, et c'est de là que ça a commencé l'épopée des Saintes. La journée s'achève. Dernière promenade dans le petit village de Terre-de-Haut. À la devanture des magasins, les salacos, curieux chapeaux de paille de forme tonkinoise portés autrefois par les pêcheurs saintois, ne sont plus que des souvenirs offerts à la curiosité des touristes. Dans quelques instants, le bateau rapide va reprendre la direction de la Guadeloupe. Le Star Clipper va lever l'ancre et s'éloigner de la baie des Saintes. Portant les rêves des voyageurs, il met le cap vers une autre île perdue, quelque part au milieu de la mer des Caraïbes.